Chaque année, le mois d'octobre permet de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein. Il est le cancer le plus fréquent en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi un des cancers qui se soigne le mieux s'il est dépisté assez tôt, d'où l'importance de consulter régulièrement. Même si ça fait peur, en parler est déjà un premier pas vers la guérison. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Selon le registre du cancer, il y a en moyenne 171 nouveaux cas de cancer du sein chaque année au pays. Il touche majoritairement les femmes. Comment mieux encourager les Calédoniennes à se faire dépister sans attendre? Quelle approche adopter dans la sensibilisation et l'accompagnement des patientes pour reprendre le pouvoir sur la maladie et favoriser la guérison? On en parle ce soir avec mes invités. Caroline Graille, on vous a diagnostiqué un cancer du sein en 2022. Votre parcours, votre expérience et vos rencontres vous ont mené à créer l'année dernière, sous l'impulsion de Patrick Lucas, l'oncologue qui vous suivez, une association qui va à la rencontre des femmes dans tout le pays pour informer et échanger sur la maladie. Vous nous raconterez vos actions et ce qui a motivé cette initiative. À vos côtés, Louise Occo, vous avez vous aussi été diagnostiquée d'un cancer, celui de l'endomètre. C'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, vous mettez votre expérience à contribution bénévolement afin d'aider les patients atteints d'un cancer. Vous nous expliquerez de quelle manière. Bonsoir et merci à toutes les deux d'être là ce soir. Caroline Graille, les médecins font souvent le même constat, le constat d'un dépistage trop tardif. Vous avez été vous-même diagnostiqué, je le disais, d'un cancer du sein en 2022. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous rendre chez un médecin? Est-ce que c'était à l'occasion d'un dépistage? Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir toutes les deux ici sur ce sujet qui est encore un petit peu tabou et voilà, on va pouvoir un petit peu libérer la parole. Oui, moi j'ai été diagnostiquée en mars 2022 de façon très inattendue. Donc, comme j'ai tendance à le dire, le ciel m'est vraiment tombé sur la tête parce que j'étais hyper suivie, étant donné que ma mère a eu 2 cancers du sein. Donc j'avais vraiment une sensibilisation et une vigilance particulière sur ce sujet. Et j'étais suivie tous les 18 mois environ avec une mammographie de contrôle. J'ai avancé la date de ma mammographie parce que je sentais une masse un petit peu dure, un petit peu anormale D'accord. dans mon sein. Et surtout, ça durait depuis quelques semaines. Donc, au lieu d'y aller au mois d'août, j'y suis allée au mois de mars. Et là, ça a été l'annonce, en fait. Le moment le pire qui est, c'est un cancer, madame. Voilà. Louise Occo, en 2013, vous avez alors 39 ans quand on vous diagnostique un cancer de l'endomètre, c'est donc la muqueuse qui tapisse l'utérus. Même question, comment est-ce que vous l'avez appris? En fait, il y avait pas de symptômes, il y avait rien du tout. Mhm. C'est juste que, j'étais tombée malade et voilà, on m'a diagnostiqué, le cancer. Et d'une manière générale, avant d'avoir été diagnostiquée, est-ce que vous vous sentiez, toutes les deux déjà, concernées par le risque d'un cancer? Non, moi non. Caroline, vous aviez des antécédents du coup Moi, déjà? j'avais des antécédents familiaux. Par la suite, on m'a fait les contrôles pour mesurer en fait le risque génétique qui n'existait pas, Mhm. dans mon cas, avec les connaissances médicales actuelles. Donc, c'était pas génétique. Mais bien sûr qu'on y pense, oui, parce qu'on a tous dans la famille quelqu'un qui a eu un cancer. Moi, j'avais 51 ans. C'était quand même quelque chose dont on pense que ça arrive plutôt aux Aux autres, ou autres. que si on a une vie active, Mhm. assez saine. Moi, on m'avait dit l'allaitement, ça protège, donc j'ai beaucoup allaité mes filles. Je pensais être protégée de cela. Ouais. Avec votre recul aujourd'hui, diriez-vous que les Calédoniennes sont assez informées sur les risques du cancer du sein, par exemple, ou du cancer de l'endomètre? Mmh, non, parce qu'il y a pas assez d'informations, il y a pas Mhm. il faut parce que aussi, dans le sens, on est on a peur Mhm. d'être, malade, on a peur Mhm. de Et au niveau de l'information, parce que quand même chaque année, je le disais en introduction, le mois d'octobre est quand même dédié à la sensibilisation, au dépistage. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des freins qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie en matière justement de dépistage ou d'accompagnement des patientes qui sont atteintes du cancer du sein? Alors,
moi, dans mon cas, j'étais sensibilisée, donc j'allais faire le dépistage. C'était un petit peu automatique, on va dire. En discutant avec le docteur Patrick Lucas, qui était donc l'oncologue, qui m'a rassurée, parce qu'on a beau savoir, on a beau connaître, quand ça vous tombe dessus, il y a une sorte de panique, en fait, hein, de terreur. Et ce médecin-là a pris le temps de m'expliquer, de me rassurer, avec beaucoup de sincérité aussi, c'est-à-dire, ben, c'est grave, il y a des traitements, vous allez passer par une chimiothérapie, certainement une opération, peut-être une ablation, il y aura de la radiothérapie, il y aura ensuite un suivi, enfin, la vie d'après, c'est plus jamais la même. Mais c'était expliqué avec douceur. Et surtout, bah, il y avait quelque chose à faire. Donc je pense que c'est ça, en fait, le maître mot dans ce qu'il avait vu, lui, en tant que clinicien, avec une longue expérience dans différents pays, et dont la Calédonie. C'est qu'ici, il y a vraiment des dépistages qui sont très tardifs par rapport à tous les référentiels, notamment de France métropolitaine. C'est-à-dire que les femmes attendent trop. Et même quand elles sentent quelque chose d'anormal, moi c'était une masse dans le sein, mais franchement je pensais à toute autre chose, une mastose, quelque chose qui va partir, ça va passer. Voilà, c'est ce qu'on se dit, ça va passer. Et puis ça passe pas. Et je pense qu'ici, il y a, comme le disait Louise, la peur, la honte. Si c'est ce type de maladie, le mot cancer qui terrorise tout le monde, on va pas dire parce que on va cacher. Et on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Donc culturellement, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de freins qui ne sont pas levés aussi parce qu'il y a un manque d'information et, et qu'on préfère peut-être attendre ou rester dans son coin. Et avec ce médecin, puis avec tous les bénévoles et les autres soignants qui m'ont donné des infos parce que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin après cette expérience personnelle, on a bien vu qu'il fallait donner de l'information et simplifier finalement, rendre les choses accessibles. Louise, quel est votre avis? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des freins qui sont propres à ici, à la Calédonie, pour empêcher, qui empêchent en tout cas le dépistage? Oui, moi, c'est mon. Quand tu es l'épouse du grand chef ou Mhm. l'épouse d'un pasteur ou tu es l'épouse de quelqu'un de très important dans la famille, eh ben, il faut pas en parler. Tu restes silence total, quoi. De par C'est son statut Oui, parce que social. par rapport à c'est un peu on a peur et puis, voilà, on a la honte aussi D'accord. et on a peur de parler. Cette question, nous l'avons posée également à Cécilia Sifredi, professionnelle de santé, elle est cadre de santé au service oncologie de la clinique Quindomanien. Je vous propose de l'écouter. La médecine est occidentale et est souvent représentée par des occidentaux. Et c'est vrai que selon les cultures, c'est pas quelque chose de tacite et de facile d'aller voir le dispensaire, d'aller voir la sage-femme. Et puis il y a une notion de maladie taboue. C'est-à-dire que le cancer peut être perçu par certaines cultures comme une punition, comme quelque chose de négatif, et il faut pas en parler, et il faut pas le dire. Et c'est là où c'est dramatique parce que le corps des femmes est mutilé et personne ne dit rien, personne n'en parle. Et quand elles arrivent en milieu hospitalier, les dégâts sont monstrueux et c'est déroutant de se dire qu'on a laissé autant de temps passer. Et là, la médecine a parfois beaucoup de mal à pouvoir guérir, elle va juste pouvoir soutenir. Voilà, donc Cécilia Sifredi fait un peu le même constat que vous, c'est qu'il y a encore quels sont justement ces tabous-là qui empêchent la parole? On parlait tout à l'heure de honte, d'une certaine pudeur en fait. Est-ce que c'est aussi peut-être de l'ignorance ou le sentiment? Elle parlait aussi de punition, le sentiment de mériter ce qui nous arrive peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou que vous avez pu éventuellement ressentir? Je disais tout à l'heure qu'il manque d'informations aussi Mhm. pour pouvoir libérer de la maladie, se soigner. Il y a moins d'informations. Mais maintenant, quand on est déjà on est guéri du cancer, on, on pense aux autres aussi maintenant. Comme ça, on va pouvoir communiquer avec
Parce que moi de mon côté, moi j'avais peur Oui. de dire mon cancer et de dire à ma famille. Mmh. J'ai dit à mon mari que ça restera entre nous parce que j'ai peur qu'on me regarde d'une autre façon. D'accord, oui, que le regard change. Et, et pour moi, j'ai pas le droit d'être malade Mmh. parce que voilà, je pensais autre chose. Je pensais à être, à un regard plus, pas, pas, pas que je sois malade, Mmh. mais après mon mariage, j'étais malade, très malade. Et Vous aviez peur d'être catégorisée voilà. comme malade, quoi, et pas autrement, finalement. Est-ce que c'est facile d'en parler sur les îles? Parce que vous êtes de Lifou. Est-ce que vous avez l'impression que la parole est assez, libre ou qu'il y a quand même, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, le statut social peut aussi être un Oui, mais frein, je dis maintenant, moi, je me sens libre de parler parce que vu que je suis dans l'association, les deux associations pour pouvoir parler du cancer librement. Mmh. Mais si c'était avant, voilà, C'était pas le cas du voilà, tout. c'était pas le cas. Il y a une forme de pudeur aussi, parce que ce sont des cancers qui peuvent aussi parfois, justement toucher, des parties intimes. Est-ce que c'est aussi, ça joue aussi dans le blocage de la parole? Certainement, Oui, Oui, puisque ce sont des on a sujets peur d'en vraiment parler. tabous. Ça rejoint aussi pour les cancers masculins dont on Mmh. parle, Oui. assez peu aussi, le cancer de la prostate. D'ailleurs, on a des demandes, nous, hein, au niveau masculin aussi, de dire, il faudrait parler de ça aussi parce qu'on a plein de questions, on se pose plein de questions, ça touche la virilité. Pour une femme, c'est évident, on vous annonce un cancer du sein, s'il est, comme le mien, de grade 3 avec une certaine gravité quand même, on s'imagine, plein de choses. Ben oui, la chimio, je vais perdre mes cheveux, on va me faire une ablation du sein, j'aurai un sein en moins, mais enfin, c'est Mmh. catastrophique pour une Oui. image de femme, une image de soi, sa féminité, sa vie de femme. Hem Et puis finalement, moi, j'ai eu vraiment besoin d'en parler. Oui. J'ai besoin de conjurer cette espèce de Mmh. silence, de pas m'enfermer là-dedans, de rire. Bon, j'étais super bien entourée avec des amis aussi et le corps médical que je salue, tout particulièrement parce que, Cécilia était à l'époque au Medipôle, mais aujourd'hui à la clinique, on sait que le staff est sous pression et vraiment j'aimerais leur rendre hommage aujourd'hui à toutes ces personnes, à tous ces professionnels de santé, parce que, moi j'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans un parcours de soins avec un oncologue, comme je vous l'ai dit, qui était d'une empathie extraordinaire. Toute l'équipe autour, enfin, on a pris soin de moi parce qu'on a vu que j'étais hyper vulnérable, hyper fragilisée par cette annonce. Et petit à petit, me remettre debout, quoi. C'est vraiment des gens qui vous relèvent, et puis c'est les proches, et puis c'est les amis, et puis c'est celles qui sont passées par là, Mmh. qui m'ont énoncé. J'ai une amie qui m'a énoncé, il va t'arriver ça, ça va se passer comme ça. Tu verras après, ça ira mieux. Passer l'annonce qui est le plus dur, ensuite, Alors justement, tu seras mieux. après le dépistage, selon le dernier baromètre, parmi les femmes qui ont déclaré avoir une mammographie anormale, 66 déclarent avoir consulté le médecin à la suite de ce résultat. Ça veut dire qu'un tiers de ces femmes ne consultent pas après, une mammographie suspecte. Pourquoi, selon vous? Parce qu'elles ont peur de la réponse, Mmh. certainement. On parlait de ces tabous qui sont culturels, religieux. Curieusement, encore aujourd'hui, et c'est ce qui a motivé aussi la création de l'association, on entend des gens nous dire: «Ah ben ma tantine, elle est décédée. Oui, On a découvert au moment de c'est sa ça. mort qu'elle avait un cancer du sein, qu'elle nous l'avait caché». Mais ce sont parfois des femmes assez jeunes, ou alors elles arrivent vraiment, c'est insoutenable et on les pousse à aller, et quand elles vont consulter, comme le disait Cécilia Sifredi dans le petit reportage, elles sont dans un état qui n'est Mmh. plus, curable, en fait. Donc on Oui, va les accompagner c'est sur trop du tard. palliatif, mais c'est trop tard, et si elles étaient venues, plus tôt, alors plus tôt, c'est vraiment cette notion de temporalité un petit peu, propre peut-être aussi à l'Océanie, c'est-à-dire plus tôt, c'est 1 an plus tôt, Mmh. 2 ans plus tôt ou 3 ans plus tôt, quand elles ont senti, les premiers Dès les premiers symptômes, signes. le sein un peu figé ou un écoulement ou quelque chose de Mmh. chaud ou quelque chose qui devait les alerter. Mais elles attendent, et on s'inscrit dans une temporalité, qui n'est plus du tout, gérable ensuite Mmh. par le protocole médical. Louise Occo, quels sentiments vous ont traversé à l'annonce, du diagnostic? Moi, quand on m'a annoncé, j'étais pas bien.
ben, pour moi, il n'y a pas de guérison et que ben, voilà, tout se déroule dans ma tête. Et ben, ben, le mot cancer, ça me fait Ça peur. fait peur? Et comme je ne connaissais pas qu'il y a un stade à 1, 2, 3, tout ça. Et quand on me dit que j'avais un cancer généralisé, ben, pour moi, tout est fini. Et ben, maintenant, je parle librement, mais il y a des moments où comme ça, là, et voilà, maintenant, ben, je suis très contente d'être ici parce que c'est une autre, c'est quelque chose Ça libère un peu oui, qui aussi? me libère de Ça ça. soulage? Est-ce que, suite à justement l'annonce, comment s'est passé ensuite l'accompagnement avec votre médecin traitant? Oui, ben, Est-ce que après, vous avez j'ai tout eu de de la suite eu chance confiance? d'avoir Rémi Têtefort. Mmh. C'est un gynéco et gynécologue Rémi Têtefort. obstétricien aussi, qui m'a beaucoup aidé, Mmh. qui m'a fait suivre une thérapie pour pouvoir accepter le cancer, que je tiens à le saluer maintenant. Et ma famille aussi, mon entourage, parce que les médecins ils me disent que peut-être il y a 60% de la médecine qui va m'apporter la guérison, mais il y a aussi 40% de l'entourage. Oui. Et mon mari, il m'a beaucoup accompagné dans ce stade-là. Je tiens aussi à remercier. Et du coup, alors quel traitement est-ce qu'on vous a proposé? Qu'est-ce que vous avez choisi? Parce que, heu, vous aviez le choix Ben, le entre traitement que je devais faire, parce que moi, j'ai une autre maladie aussi, l'asthme. mmh Et, et pour la chimiothérapie et la radiothérapie, et ben, comme je suis asthmatique, c'est pas vraiment Ça conseillé. c'était pas Ben, compatible? c'est juste pour ralentir la maladie, mais D'accord. voilà, c'est trop avancé. Sinon, c'est l'ablation, c'est l'opération. Et D'accord. après, j'aurai des séances de chimiothérapie et la radiothérapie. Caroline Gray, pardon, vous avez décidé, vous, de suivre la chimiothérapie sur les conseils de votre oncologue. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Il a su me convaincre que c'était bon pour moi Mmh. et que ça allait m'aider. Et j'oublierai jamais, cette scène où je fais ma première séance de chimiothérapie à l'hôpital. Je suis dans la chambre avec, bon, une certaine appréhension, on ne connaît pas la machine, le truc, la perfusion. Et il rentre dans la chambre et il me dit: «Vous n'avez pas de métastases visibles, vous êtes déjà à moitié guéri». On était en mars 2022, j'avais un protocole qui allait jusqu'en juin 2023. Et le premier jour, quand on vous met dans la tête: «Ça va le faire», ben, on se lève et on y va, quoi. Donc, c'était vraiment un conditionnement. Mmh. Si on est entouré de personnes, toxiques, négatives, et qu'on se laisse aller aussi parce que parfois c'est difficile, c'est pas non plus une exaltation, de tous les C'est instants, sûr. hein. Bah, c'est plus difficile et les effets secondaires sont plus, marqués. Moi, c'est beau votre titre parce que c'est vraiment ça. Moi, j'ai eu l'impression de reprendre petit à petit le contrôle de mon corps, qui subissait ça Mmh. et de dire: «Ben non, voilà, je perds mes cheveux, ben, je vais raser ma tête le jour de mon anniversaire, c'est moi qui vais décider, en fait». Garder le pouvoir. Je vais au chimio, l'ambiance dans ces services, elle est tellement bienveillante, elle est tellement accueillante, ben, voilà, on se Mmh. sent bien, on se sent respecté, c'est énorme. Et d'ailleurs, j'ai gardé des liens et l'association en est un, mais il y en a d'autres. C'est vraiment, Alors un moment de vie où on est, pris en charge vraiment, accompagné, remis debout, tant qu'on peut. Alors après, il y a des effets plus ou moins, marqués. Moi, j'ai eu la chance que la chimio marche très, très bien avec une réponse complète, comme on le dit. Donc je n'ai pas eu d'ablation, j'ai eu simplement une opération, une tumorectomie. On a enlevé la zone qui était, où se situait avant la tumeur et Mmh. ensuite la radiothérapie et ensuite un suivi. Enfin, ça s'arrête jamais, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et j'ai été, hyper bien prise en charge, oui. La parole pour guérir, c'est le nom du coup de votre association. Caroline, vous pouvez nous en parler? Oui, alors l'idée est venue toujours en discutant avec le docteur Lucas sur, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces femmes et majoritairement, femmes kanak arrivent trop tard
à des consultations, en espérant qu'on va les sauver. Et tout ce qu'on peut leur dire, c'est vous arrivez un petit peu tard, on va faire ce qu'on peut, mais on ne pourra jamais vous sauver. Eh bien, son initiative, en fait, et qu'on a relayée ensuite par cette structure associative qui est toute jeune, puisqu'elle a un peu plus d'1 an, c'est d'aller au-devant des populations. Et ça ne sert à rien de faire des conférences médicales avec des PowerPoint pendant 2 heures. Les gens ne viendront pas. Déjà parce qu'on parle du cancer, c'est tabou, ça fait peur. Et j'ai pas envie d'être vue en train d'assister à ce genre de conférence, donc je n'y vais pas. Mais en revanche, si on s'inscrit dans une dynamique, dans le cadre de vie, dans le quotidien, et c'est ce qu'on fait, on vient juste parler, mais avec une humilité totale. Donc on allait l'année dernière à Marais. Un de nos membres fondateurs, Monsieur Thiaouidroné, qui est un ami et qui m'a beaucoup soutenu aussi, est originaire de Marais. Donc le nom est venu d'abord en Ngonais, la Berej Bane Aroini, qui veut dire la parole pour guérir, parce que c'était l'idée. Si tu en parles, déjà tu te sens mieux, tu te sens moins seul. Peut-être tu vas découvrir que telle et telle femme ont eu aussi le cancer du sein, ou leur maman, ou leur tantine, et qu'elles ont des choses réconfortantes à dire, et puis on ne s'enferme pas dans ce silence. Donc voilà, c'est une démarche pour aller au marché des femmes, dans des associations, dans des communes, tous les gens qui veulent bien nous accueillir. On a une structure très légère, et surtout ça permet donc d'avoir des soignants avec nous qui peuvent répondre à des questions hyper techniques, hyper médicales, et des personnes comme Louise ou comme moi, qu'on a tendance à nommer des patientes expertes, c'est-à-dire que on est passé par là. Donc il y a des choses qu'on sait, et on sait à peu près les moments les plus difficiles, et on sait aussi les moments d'espérance. Donc ça nous est plus facile peut-être de discuter là-dessus, surtout pour dire, regardez, on s'en est sorti. On est là pour en parler. Et donc justement, ce projet associatif, c'est une façon de rendre le soin que vous avez reçu, c'est comme ça que vous le dites. C'est aussi ce que vous avez décidé de faire, Louise, d'ailleurs, à travers votre mission de médiation culturelle que vous menez bénévolement en partenariat avec la clinique Quindomania. En quoi ça consiste exactement ? Qu'est-ce que... Vous suivez en fait des patients qui sont atteints eux aussi je fais partie cancer du staff, et après je rends visite aux malades. Donc c'est principalement de l'échange, de la parole. De la parole. Et puis voilà, parce qu'on a peur, et moi je partage aussi, parce que comme j'ai un vécu, je passe peut-être 3 heures avec eux dans les chambres. Et donc, vous mettez à profit un petit peu, vous, ce que vous avez vécu aussi, pour soit les rassurer, soit les renseigner. C'est comme ça que ça se passe. Quelles sont les préoccupations, justement, les plus courantes que vous rencontrez chez ces patients ? Des fois, c'est difficile aussi de parler, parce que vu que des fois, c'est par rapport à la religion, par rapport à c'est d'autres ethnies, et c'est pas facile de les affronter. Mais à force de toujours d'être là, et puis parce qu'ils ont peur aussi. On est humain, et voilà, on a peur du mot cancer. Ça permet un rapport plus humain aussi, un rapport de confiance, c'est ça la clé ? Carrément, je crois que la maladie, et ce type de maladie, ça fait vraiment tomber les barrières. C'est assez peut-être à propos en ce moment de dire voilà, ça touche tout le monde, ça ne connaît pas les ethnies ni les opinions politiques. Donc le cancer frappe pas mal de femmes de façon très douloureuse, et nous, quand on arrive, c'est vrai qu'on a une parole sans filtre, en fait. On se rend compte que le contact, la relation se crée tout de suite. Et comme on est une petite structure, comme on est hyper finalement adaptable dans un local, n'importe où, à l'extérieur, c'est très simple. Voilà. C'est très simple, c'est fluide, et on peut parler de tout sans aucun tabou. C'est ce qui, j'espère, va nous permettre de continuer dans les mois et les années qui viennent. On arrive au terme de l'émission. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a des rendez-vous d'information prochainement là, qui arrivent, des rencontres qui seront organisées justement par l'association ? Oui, et alors l'association, donc la Berej Bane Aroini, elle est déjà sur des permanences
à la paroisse de Montravel avec Wapon Chawedrone qui est là le mardi et le vendredi matin. D'accord. Et nous deux, nous partons avec la Ligue et avec un de nos sponsors. Je tiens à saluer nos sponsors aussi parce que nous avons des fonds privés. Nous ne dépendons pas des institutions qui n'ont plus d'argent. Donc nous, on peut continuer. Et je voudrais quand même citer le labo MSD qui s'investit aussi pour qu'on fasse des actions à destination des populations les plus vulnérables. Donc nous, on sera certainement dans les prochains mois sur UVA où j'ai pris des contacts la semaine dernière. Louise était sur l'IFU. Elle a aussi pris des contacts avec un certain nombre de personnes pour qu'on puisse intervenir là-bas. D'accord. Le 5, donc mardi, nous serons à Bourail avec la Ligue contre le cancer pour parler. Rencontrer aussi. les Voilà. gens. De toute façon, on peut retrouver toutes ces informations sur votre page Facebook, c'est ça? Oui, on a une page s'affiche. Facebook On va l'afficher. qui s'appelle donc Parole pour guérir et également sur Instagram La Parole pour guérir. On l'a mis en français, sachant que quand on se déplace, on reformule notre nom dans la langue du pays. Voilà. Très bien, merci infiniment à mes invités, donc Louise Occo et Caroline Graille, d'être venues avec nous, d'être venues parler sur le plateau de Ça vous parle. Merci également de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir en replay dès demain sur notre site qui s'affiche au bas de l'écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia.